Bonjour, bonjour, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, une demi-heure consacrée à la scolarité de vos enfants. C'est mieux comme ça. Avec à chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et national. Avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. Et c'est parti pour le sommaire de cette émission. On s'intéresse aujourd'hui à Kevin. Qui est Kevin? C'est une pièce ou plutôt un spectacle autour des problématiques d'échec scolaire. Vous allez voir qu'en Belgique, le constat est le même qu'en France. On en parle dans un instant. Des vérités et surtout beaucoup d'humour. Un cocktail parfait pour aborder les questions qui fâchent. À quoi sert l'école? Voire même à qui sert l'école? On en parle dans un instant avec nos deux artistes, nos deux invités. Et puis, comme dans chaque mag, il y a une loupe. Et la loupe, c'est avec Alix. Oui, je vous parle de l'AFEV, une association qui agit depuis plus de 30 ans et qui accompagne des jeunes en difficulté scolaire dans les quartiers prioritaires. C'est parti pour l'expression orale. L'expression orale avec nos deux invités, Jérôme Piron. Bonjour Jérôme. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Auteur, interprète et co-dirigeant de la compagnie Chantal et Bernadette. Magnifique, ancien prof de philosophie. De philosophie en Belgique. Et votre comparse, votre compère Arnaud Hout. Bonjour Arnaud. Mais bonjour. Également auteur, également interprète et co-dirigeant lui aussi bien sûr de la compagnie Chantal et Bernadette. Qui est née quand cette compagnie? Elle est née en 2015, je pense, oui, dans la foulée de notre premier spectacle. Votre premier spectacle où du coup vous avez dû abandonner votre casquette de prof, ce premier spectacle qui avait déjà eu très bonne presse. Tout à fait. Qui parlait de l'orthographe notamment. Absolument. Démystifier l'orthographe. Absolument, on s'interrogeait sur les raisons qui font que la culture française sacralise l'outil orthographique alors qu'en fait il a beaucoup de choses à se reprocher. Et donc nous on a mis un peu le nez dans le cambouis, enfin les mains dans le cambouis et on a cherché à voir ce qui était un peu foireux dans notre orthographe. Et on en a fait un spectacle qui a eu pas mal de succès effectivement. Et qui a eu beaucoup de succès, vous êtes humble, qui a eu beaucoup de succès effectivement. Voilà, et ce qui fait qu'on a quitté l'enseignement du coup. Voilà. Sans regret? Sans regret, 15 ans prof. Ouais. Alors, il faut arrêter avant d'en être dégoûté? Bah, ça dépend d'une personne à l'autre. Enfin oui, non, si, dans l'absolu, oui. Ouais. Il faut absolument partir avant d'être dégoûté, ça c'est sûr. Ça c'est certain. Mais il y en a qui restent, hein, je dis voilà, ça. Absolument. Moi j'ai bien aimé. Je ne suis pas parti dégoûté. Mais c'est vrai que 15 ans de la même chose, 15 ans... sur le même siège, ça va aussi, à un moment, tourner en boucle. Ouais, ça, je change de siège. Voilà, c'est ça, il faut se renouveler un peu. C'est vrai. Après, vous parlez de renouvellement, mais on voit aussi des générations qui se renouvellent. Et j'imagine que, ne serait-ce que d'un point de vue sociologique, c'est intéressant de voir l'évolution des élèves à travers les différentes générations. C'est quelque chose qui nous manque, effectivement. C'est que quand on était prof, on était en contact direct, comme ça, avec des gens de plusieurs milieux, de plusieurs origines. Et depuis qu'on fait du théâtre, c'est moins le cas. Oui. On a un public plus cohérent que ce qu'on avait en classe. Oui, cela dit, même dans nos classes, comme on enseignait dans un enseignement professionnel, on avait déjà un public relativement cohérent socialement, puisqu'on avait tous les relégués du système scolaire qu'on connaît aujourd'hui. Et donc c'est vrai que c'est aussi une impulsion pour notre deuxième spectacle, c'est pourquoi, pendant 15 ans, on n'a eu que des enfants issus de milieux défavorisés ou issus d'immigration dans nos classes, liés aux caractéristiques des systèmes de relégation que représentent les systèmes éducatifs chez nous en Belgique et en France également. Après l'orthographe, les inégalités scolaires, avec ce très beau spectacle Kevin, c'est quasi complet. Allez-y, si vous voulez absolument aller pianoter effectivement sur Internet pour aller du côté du théâtre du Rond-Point à Paris. C'est du lundi au dimanche, du lundi au vendredi à 19h30, samedi 18h30, dimanche 15h30. Je vous ai tout dit. Extrait. Kevin, quand on lui demandait pourquoi il venait à l'école, il nous répondait pour avoir un diplôme, pour trouver du travail. Et nous, on lui disait mais ça sert pas qu'à ça l'école. Et il nous répondait ah ouais? Et ça sert à quoi alors? S'il y a bien un truc avec lequel aujourd'hui tout le monde est d'accord, y compris sur Internet, c'est que l'école, c'est pour tous les enfants. Il faut vraiment attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour que l'école se démocratise enfin et garantisse un accès égal à tous les enfants. C'est la récré. Attends, c'est pas la cloche qui décide, c'est moi. Oui, mais toi, tu fais ce que tu veux. Moi, je prends un café. Et on comprend aussi pourquoi ça marche, parce que vous avez l'air vraiment de vous éclater sur scène. Et j'aurais bien voulu vous connaître dans votre ancienne vie, pour voir votre mue à tous les deux. J'imagine que vos anciens comparses, vos anciens collègues doivent vous en parler. Qui est Kevin?
Alors Kevin, c'est un élève qu'on a rencontré quand on était prof il y a une quinzaine d'années. Moi j'ai été engagé, j'ai un master en langue et littérature et j'ai été engagé pour donner des cours de géographie en début de carrière. Et comme tous les profs en début de carrière, on doit finalement affronter les classes les plus difficiles, ce qui est un des travers d'ailleurs de notre système éducatif, c'est qu'on met les jeunes non qualifiés. En Belgique comme en France. En Belgique comme en France. Et donc Kevin, c'est cet élève pour lequel je ne comprenais pas ce qu'il ne comprenait pas. Je me suis interrogé sur la nature de ses problèmes et je ne parvenais pas à identifier ce qui faisait qu'il ne comprenait pas mon cours, qu'il n'arrivait pas à orienter une carte, par exemple, dans l'espace. Et donc, avec les cardinaux, non. Voilà, le début de la quête, c'est ça. C'est qu'on s'est dit, tiens, est-ce qu'on ne se reposerait pas la question de Kevin, à quoi sert l'école, et est-ce qu'on ne se poserait pas cette question de pourquoi Kevin, à cause de son milieu social défavorisé, se retrouve systématiquement relégué. Et qu'est-ce qui est aussi, et c'était la question principale qu'on s'est posée, indépendant de sa propre responsabilité. Parce qu'on a tous une responsabilité face à l'échec scolaire, mais il y a aussi des choses qui sont liées à des déterminismes, à des systèmes, à des choses qui font que l'école, comme on la connaît aujourd'hui, n'est pas favorable aux enfants issus de milieux défavorisés. Et justement, vous soulevez un point en parlant d'échec scolaire. Est-ce que dans le cas de Kevin, on peut parler d'échec pédagogique ? Alors, notre échec, oui, ça c'est sûr, puisqu'on n'a pas réussi à permettre à Kevin de rattraper le retard qu'il avait accumulé. Alors, on n'est pas les seuls responsables. Non, bien sûr. Mais vous l'avez vécu comme tel à l'époque ? Oui, moi je l'ai vécu comme quelque chose de difficile. Dans son bulletin, j'ai écrit « Travaille plus ». C'est un effort. Mais bon, j'étais démuni face à son problème. Et je pense que, en regardant en arrière, la plupart des enseignants aussi se trouvaient démunis face au problème de Kevin, notamment parce que ces problèmes étaient liés à un ADN de l'école qui fait qu'on n'est pas assez dans l'idée qu'on va compenser les difficultés des élèves issus de milieux défavorisés et qu'on va plutôt sélectionner certains élèves qui nous ressemblent davantage en tant que prof. On sait que les élèves scolaires sont souvent scolaires grâce à un milieu qui les a préparés à l'école. On peut dire que les élèves de milieux favorisés sont école ready et que les élèves de milieux populaires ne ressemblent pas très fort à leurs enseignants. Et donc, l'égalité des chances, elle n'a pas la même ligne de départ. Et donc, malheureusement, ça pose des problèmes pour Kevin. Jérôme Biron, à quoi sert l'école ? Alors, vu que c'est votre postulat de base, c'est votre question il y a plein centrale. De réponses à cette question et les réponses dépendent d'orientation philosophique ou de sensibilité politique. On peut, en fait, l'école elle est en... Parce que votre piège n'est pas précis, mais en fait, c'est une enquête. Ce qu'on fait, c'est une enquête. Absolument. Oui, c'est ça. Et le point de départ, c'est cette question de Kevin, à quoi sert l'école ? Et quand, 15 ans plus tard, on a décidé d'aller creuser le sujet avec des scientifiques, on a travaillé avec toute une équipe de chercheurs et de chercheuses de l'université de Louvain, en Belgique, mais aussi avec des sociologues français. En fait, la question, elle s'est réorientée plutôt vers à qui sert l'école. Parce que, effectivement, la question sociale est ce qui nous a semblé être le problème principal, finalement. Puisque la Belgique et la France font partie des 3 pays de toute l'OCDE dans lesquels votre réussite dépend le plus de votre origine. C'est le cas, c'est pas le cas à ce degré-là ailleurs. Et donc on s'est demandé pourquoi. Et est-ce qu'on comprend dans vos spectacles, est-ce qu'on a des éléments, des clés de compréhension pour savoir pourquoi Kevin a perdu confiance en lui au final ? Alors, pourquoi Kevin a perdu confiance en lui ? Il y a plein de raisons. Et ce qu'on évite de faire, ce qu'on essaye d'éviter de faire, c'est de pointer du doigt en disant c'est la faute des profs, c'est la faute des directions, c'est la faute des politiques. En fait, c'est un système où chacun essaye de faire le mieux possible. Mais il y a plein d'angles morts. Et c'est ces angles morts qu'on a essayé de mettre en lumière, pas la volonté des gens. Qui est vraiment, comme lesquels, par exemple, quels angles ? Par exemple, un des paradigmes qui sous-tend tout ce qu'on fait à l'école, c'est le paradigme compétitif, qui fait que dès le plus jeune âge, plutôt que d'avoir des classes où, comme dans certains pays, on a comme maître mot on y arrive tous ensemble, on n'y arrive pas du tout, où les élèves sont dès le plus jeune âge encouragés à coopérer, à collaborer en construisant des savoirs communs, des identités communes, où les riches et les pauvres sont mis ensemble à l'école pour un processus de socialisation plus que d'évaluation des réelles compétences. Ici, en France et en Belgique, on est plutôt très très tôt en train de se dire le qui est le bon, note, qui est mauvais, comment, et les notes, enfin toutes ces choses-là. Et donc, évidemment,
on sépare dès le plus jeune âge les riches et les pauvres et on se demande pourquoi après dans la vraie vie ils n'arrivent pas à cohabiter, à vivre ensemble. Je crois qu'il y a un travail à faire sur lutter contre ce paradigme compétitif à l'école pour le rendre moins écrasant, autant pour ceux qui perdent que pour ceux qui gagnent, parce que je pense que même quand on est issu d'un milieu favorisé, qu'on fait une prépa ou qu'on fait des super écoles, on sent le poids de cette compétition tout au long du parcours scolaire. Est-ce que les mots de l'école sont profonds? Qu'est-ce que vous avez appris, vous, justement, quand vous avez mené votre enquête? Est-ce que vous-même, vous avez été surpris par certains aspects? Oui, en fait, c'est quelque chose qu'on sait mais qu'on ne réalise pas, c'est que les écoles sont en concurrence les unes avec les autres. C'est ce qu'on appelle le quasi-marché scolaire. Dans beaucoup de pays, quand on attribue une école à une famille, on ne se pose pas trop de questions parce que les écoles se valent plus ou moins. La géographie joue et ce genre de choses. Mais ici, on a des écoles en France et en Belgique avec des écarts énormes de performance, d'origine sociale et tout. Et ça, c'est une des grandes bases du problème, c'est que les écoles ont des réputations. Et il y a tout un système qui fait que quand des élèves sont en difficulté dans certaines écoles, on leur propose d'autres voies, ce qui permet de maintenir un certain niveau dans l'école et donc une réputation. Et c'est ce principe-là, ça c'est structurel. C'est normal que les directions essayent d'avoir les meilleurs résultats possibles, mais ça crée un système de relégation, alors que dans d'autres pays, comme la Suisse par exemple, il n'y a pas de problème à faire des études plus techniques ou plus professionnalisantes. Il n'y a pas cette hiérarchie, il ne faut pas avoir raté pour les faire en fait. Voilà. Oui, c'est ça. On peut parler de véritable ségrégation scolaire. C'est un phénomène très présent en France et en Belgique. Et cette ségrégation fait que les enseignants ont aussi un peu tendance à oublier que l'école est un service public qui devrait normalement prendre en charge tous les enfants et pas avoir cette obsession de l'excellence de certains par rapport à d'autres. Et ça, c'est vite un travers dans lequel un professeur peut tomber? Assez rapidement, quand on évalue la qualité de l'enseignement d'une école, par exemple, on se demande si elle produit beaucoup de réussite au bac. Mais on se pose... Oui, c'est d'ailleurs le premier critère que les parents regardent quand ils mettent leur enfant au lycée. Mais le problème, c'est qu'on ne calcule pas que si on met tous les élèves bons dans ces écoles à l'entrée, le rendement de l'école, c'est comme si on calculait la vitesse d'accélération d'un objet en ne calculant que sa vitesse d'arrivée. Mais il faut bien voir que dans ces écoles favorisées, les élèves sont déjà bons en arrivant. Et que malheureusement, le corollaire de ça, c'est qu'on a mis tous les mauvais ensemble. Et que les mauvais ont tendance, eux, à tirer les mauvaises écoles vers le bas. Ce qui fait qu'en fait, en moyenne, le niveau moyen de tous les élèves français diminue. Même si on va faire sortir une ou deux médailles Fields de ce genre de système, on aura en moyenne des gens qui ne sont pas très bons en mathématiques. D'ailleurs, c'est le cas. Les enquêtes PISA montrent que les résultats de mathématiques sont moyens. Des nuls. Nous, ce qu'on voudrait, et ce que les sociologues demandent, c'est de penser davantage le groupe de tous les enfants plutôt que l'excellence d'un petit groupe. C'est quoi le programme invisible ? Le programme invisible, ça c'est toutes les choses dont un élève a besoin pour réussir, mais que le prof ne lui enseigne pas. Parce que pour le prof, ça va de soi. Il y a beaucoup de choses dans le programme invisible. Il y a des compétences, des réflexes, peut-être un peu de connaissances aussi, des références que l'école essaye de donner. Mais allez, je vais vous donner un exemple. Quand on regarde un film, moi quand je regarde un film sur un sujet X, Y ou Z, je vois pas l'histoire d'un personnage. Je vois à travers cette histoire, c'est une critique de l'Amérique, c'est un film sur les rapports père-fils. Donc j'arrive à systématiquement généraliser à partir d'un exemple. Et ça, c'est un réflexe. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Mais en fait, il y a plein de choses comme ça dans l'école quand on donne un exercice. Mais c'est quoi? C'est l'esprit critique? C'est cette capacité de faire des liens. Et de faire les bons liens. C'est-à-dire, je colorie quelque chose parce que je suis en train d'apprendre à compter. Et il y a des élèves qui vont essayer de colorier le mieux possible, mais qui ne vont pas relier ça à la leçon, qui ne vont pas apprendre en le faisant. C'est ça le programme invisible. Le prof donne la consigne, mais on ne vérifie pas que quand l'élève applique la consigne, il relie bien ce qu'il est en train de faire à ce qu'on est en train de lui apprendre. Oui, et il se trouve que dans des écoles qui sont particulièrement scriptocentrées, comme le dit Bernard Lahire, c'est-à-dire orienté vers cette modélisation. L'écriture, c'est une modélisation du réel. Donc on transmet dans des textes ou dans des plans des éléments de réel. Les élèves qui ont déjà été bien entraînés à la maison par ce rapport au savoir qui est plutôt distancié, avec un rapport à l'abstraction par exemple qui est plus fin, plus entraîné en fait simplement, ont évidemment un avantage en arrivant à l'école par rapport aux élèves qui sont plus dans des rapports concrets au réel ou directs. Et c'est ça qui crée ces inégalités que l'école devrait compenser. C'est-à-dire que ce qui est paradoxal chez nous, c'est que quand un élève est mauvais en mathématiques, par exemple, on lui donne moins de mathématiques.
pour l'orienter en se disant c'est son destin, c'est sa destinée. Alors qu'en fait, il y a plein de systèmes scolaires où quand un élève est mauvais en mathématiques, on lui en donne plus. Parce que l'objectif, c'est une égalité des résultats à partir d'un certain âge, jusqu'à à peu près 15 ans. Après, on peut spécialiser les enfants, ça, il n'y a pas de problème, puisqu'il y aura toujours des gens pour devenir chirurgien et d'autres pour devenir d'autres métiers. Mais avant 15 ans, en général, les systèmes qui fonctionnent, c'est plutôt des systèmes qui compensent les difficultés, plutôt que de sélectionner dès le plus jeune âge. Qu'est-ce que vous appelez le phénomène d'incompétence apprise ? Alors, l'incompétence apprise, c'est que quand vous êtes face à des difficultés récurrentes, ça va vous démotiver. C'est assez simple, en fait. Et cette démotivation va faire que vous vous engagez moins dans la tâche, et à partir de là, vous aurez de moins bons résultats qui, eux-mêmes, vont vous décourager, et il y a un système de cercle vicieux dans ce principe. Voilà. Et on sait que quand on met des élèves trop systématiquement dans des situations d'échec, les performances qu'ils vont produire ne seront pas représentatives de leurs compétences. Simplement... Oui, c'est aussi là qu'on décrète qu'on est mauvais en maths, par exemple. C'est ça, on le décide. Il y a une autre chose, c'est l'étiquetage qui va avec. Vous êtes dans une classe de nul en maths. Vous le savez, on vous a mis l'étiquette. J'ai connu ça. Vous dressez bien sûr un constat, et il est terrible, aussi bien en Belgique qu'en France. Vous ébauchez aussi des solutions, ça c'est important ? Alors oui, ce ne sont pas nos solutions, puisque nous on a travaillé sur les travaux des chercheurs et des chercheuses. Et une des bonnes nouvelles, c'est que sur base de leurs recherches, on peut aujourd'hui trouver des solutions pour lutter contre le marché scolaire, essayer par exemple de renforcer dans la carte scolaire les éléments socio-économiques qui permettent d'avoir un brassage d'élèves, lutter contre cet échappatoire très connu en France qui est l'enseignement privé, qui permet à Paris notamment à peu près toutes les familles à indice socio-économique fort d'esquiver les quotas d'élèves sociaux et de pouvoir aller dans des écoles d'un entre-soi, un certain entre-soi. On peut lutter contre le fait de mettre systématiquement les élèves en situation d'échec. Donc on peut trouver des moyens d'encourager ce qui fonctionne. Moi je sais bien que mes élèves, les remarques dans le bulletin, c'était très souvent tout ce que tu fais, tu le réussis. Alors essaye de faire mieux, mais donc l'idée c'est vraiment d'essayer d'arrêter d'accabler les élèves avec l'idée qu'ils sont nuls. Plus positif, en tout cas d'aller chercher le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. On est d'accord. Et puis il y a toute une série d'autres facteurs qui font que la bonne nouvelle c'est que étant les pires de toute l'OCDE, on ne peut que rebondir pour améliorer notre système. C'est terrible parce que même avec ces chiffres, il y a certains politiques qui vont vous dire que c'est pas vrai. C'est terrible. Vous avez le sentiment d'être encore plus utile aujourd'hui que quand j'étais prof ? Oui. C'est un peu tôt pour le dire. Parce que prof 15 ans, ça fait un paquet d'élèves. Ça fait un paquet d'élèves, accompagnés, formés. Et là maintenant, ce spectacle tourne depuis 6 mois. Ouais. Il y en avait eu un autre avant, donc je sais pas mal de gens. Je pense qu'en tout cas, en Belgique, on a beaucoup de demandes institutionnelles. Il y a plein de centres de formation d'enseignants, de colloques de direction et de choses comme ça qui nous font intervenir en mode plus conférentiel. Et là, on sent, quand on a évidemment 150 directeurs et directrices, les conversations qu'on a après, oui, là, on sent qu'on a un impact. Tout à fait, c'est d'ailleurs un de nos objectifs, c'est d'essayer de pouvoir rencontrer des gens responsables de l'éducation nationale française pour pouvoir rencontrer dans les instituts de formation les enseignants, les directions, pour travailler à la diffusion de ce message. On appelle Nicole Belloubet, Madame Belloubet, Nicole, si vous nous entendez tout de suite, effectivement. La loupe. Alix, aujourd'hui, tu nous parles dans ta loupe des jeunes de quartiers populaires des territoires ruraux qui se projettent beaucoup moins dans les études supérieures que les élèves beaucoup plus favorisés. Tout à fait, et c'est une étude Via Voice, publiée en janvier dernier, qui le dit, une étude réalisée pour 6 associations spécialisées dans l'égalité des chances. Et parmi ces associations, il y a la FEV. La FEV est une association qui agit depuis plus de 30 ans. Elle accompagne des jeunes en difficulté scolaire dans plus de 500 quartiers prioritaires. On écoute Christophe Paris, directeur général de la FEV. La FEV a été créée au début des années 90 dans le sillage de ce qu'on appelle la politique de la ville pour lutter contre les inégalités qui touchent les enfants et les jeunes de ces quartiers. Et donc notre idée a été une idée assez simple, c'est de mobiliser massivement les étudiants dans ces quartiers, auprès de ces enfants et de ces jeunes, pour les aider, les accompagner dans leur parcours quand ils ont un certain nombre de fragilités. La FEV, c'est vraiment créer du lien solidaire entre le campus et les quartiers. Aujourd'hui, notre action de mentorat permet à 20 000 étudiants d'accompagner chaque semaine 2 heures, tout au long de l'année scolaire, un enfant ou un jeune en fragilité dans son parcours. Souvent, c'est un accompagnement au domicile, ce qui permet aussi de faire un lien avec la famille et de pouvoir lutter efficacement contre ces inégalités de parcours.
Christophe l'a dit, parmi ces initiatives phares, il y a le mentorat. Ici, les étudiants formés consacrent de leur temps pour guider des jeunes de 5 à 18 ans, que ce soit chez eux ou dans des tiers-lieux. Le programme comprend aussi des formations à distance pour permettre à un maximum d'étudiants de s'engager, dont ceux en mobilité à l'étranger, par exemple. Les séances sont adaptées aux besoins de chaque tranche d'âge, de la lecture pour les plus jeunes, à l'autonomie pour les élèves de CM2 à la 5e, en passant par l'orientation pour les collégiens et lycéens. Et ça ne s'arrête pas là. Même à l'université, un étudiant en première année peut bénéficier de l'accompagnement d'un autre élève de sa propre fac pour faciliter son intégration. Est-ce que vous avez pensé à, un peu comme le mentorat évoqué dans la chronique, faire des interventions dans les écoles, peut-être plus tard ? Alors, nous, notre spectacle est vraiment ciblé sur la communauté éducative, donc les enseignants, éventuellement les directions, peut-être les parents. Le spectacle n'a pas directement été écrit pour les adolescents ou les jeunes, parce que sinon, on ne l'aurait pas non plus écrit comme ça. Notre spectacle est rempli de connivence avec le milieu professionnel dans lequel on a évolué, mais aussi avec les adultes. Par contre, on a eu, et on a toujours d'ailleurs dans nos cartons, l'idée d'éventuellement adapter ce spectacle au milieu scolaire pour les élèves. À destination des élèves. À destination directe des élèves, parce qu'on pense que parler de sociologie, on le fait vraiment très peu dans les écoles. C'est un truc qui est un peu touchy, c'est compliqué comme sujet. Et on ne faisait pas en philo, ça Moi, j'en faisais, oui. Oui, moi, si c'était touchy, j'aimais bien. C'est ça. À part des enseignants comme Jérôme qui aiment aller semer la zizanie. Un peu border, tu sais. L'idée, c'était vraiment de permettre aussi aux élèves comme Kevin ou Joséphine, Diane, issus de milieux plus favorisés, de se rencontrer et de discuter de ces questions de sociologie pour essayer de faire société dans les classes, commencer déjà à initier un dialogue social à partir de l'école. On prend beaucoup de plaisir quand on est sur scène. Ah oui. Ouais. Oui, ça c'est sûr, c'est vraiment... Oui, bah c'est comment dire, comme on vient pas du théâtre à l'origine, on n'a pas de formation, etc. Moi, j'ai l'impression d'apprendre énormément, même si ça fait, je sais pas, on est déjà à la 60e de ce spectacle-ci, mais en fait, je continue à développer des choses, à constater, découvrir comment ça marche, être sur scène. Et ça, il y a un peu d'impro des fois, du coup, vous lâchez? Oui, un peu, mais il y a une trame et un impro. C'est aussi de rappeler aux gens, parce que ça fait une demi-heure qu'on parle de la catastrophe de l'éducation nationale, mais en fait, c'est un spectacle humoristique. Ah oui. Avec plein de blagues et plein de... Qu'est-ce qui se passe avec les flèches qu'on voit dans le public? Alors, on a une machine qui permet de calculer toute une série de statistiques, puisque au cœur du spectacle, il y a aussi la question de la sociologie et de la moyenne. Et donc, on interroge le public sur ses propres relations. Donc, c'est assez interactif, même si on ne demande pas aux gens de s'exprimer directement, parce qu'on ne veut pas les mettre sur la sellette. Mais ils ont des flèches qui leur permettent de répondre à des sondages. Et ces sondages sont directement transmis à l'écran et permettent de réagir par rapport à comparer leur perception des questions scolaires à la recherche et aux faits avérés des sciences de l'éducation. Et ça nous permet aussi, évidemment, de faire des blagues, de faire de l'humour, d'improviser parfois certains petits éléments, mais surtout de réaliser un véritable spectacle. Pas du tout une conférence de sociologie. Parfois, on sait que la sociologie, parfois, c'est un peu fatigant. Oui. Un peu. Et nous, on est vraiment parti du fait qu'on voulait que les gens passent un bon moment, soient divertis, passent 1h30 sans s'en rendre compte et puissent profiter de ça tout en ayant un fond sociologique. Et pourquoi le choix de la truite pour l'affiche? L'affiche. Mais c'est vrai, on oublie l'affiche. Regardez, Kevin. Magnifique truite qui est très belle. Très belle. On a pris cette truite comme exemple archétypal du poisson. C'est un poisson, parce que les gens identifient plutôt un poisson. Et c'est parce que dans le spectacle, on parle de cette blague de deux poissons qui se croisent dans l'océan. Et il y a un poisson qui dit à l'autre elle est froide l'eau aujourd'hui. Et l'autre poisson lui répond c'est quoi l'eau? Et en fait, cette incompréhension qu'a le poisson de son propre milieu dans lequel il évolue, c'est une métaphore qui montre que certains enseignants, en tout cas nous c'était le cas, ayant un bagage social, culturel tellement important et baignant dedans depuis toujours, on ne comprenait pas ce que les élèves issus de milieux populaires ne comprenaient pas. Et eux-mêmes, les élèves issus de milieux populaires, se retrouvaient comme des poissons hors de l'eau quand ils se retrouvaient... Mais du coup, Jérôme, ça a suscité quel type de sentiment quand on était face à un Kevin et quelque peu démuni, quoi? Alors que vous aviez de la bouteille, vous étiez formé, de la frustration. Oui, mais je pense qu'il y a plusieurs manières de réagir à cette frustration. Et j'ai certainement eu le panel de réactions. Le premier, c'est de se dire, c'est lui qui est bête, quoi. C'est une forme de défense. Oui, là, on ne va pas se remettre systématiquement en cause tout le temps. Ou alors, moi...
si les profs, qu'est-ce qu'ils ont foutu les profs avant moi? Ça, c'est une réaction classique. Il y a que moi qui bosse ici. Il y a plein de mécanismes psychiques pour... Vous n'êtes pas formé à gérer la frustration, justement, en tant que professeur, quand on n'arrive pas à transmettre? Non, on n'en nous a pas beaucoup parlé en institut de formation, et c'est vrai que la frustration encore plus grande, elle vient aussi du fait que parfois, même très régulièrement, dans les élèves comme Kevin, on repérait des capacités réellement valorisables, des choses qui faisaient que en fait, ces enfants avaient des compétences incroyables dans d'autres domaines. Moi, je sais bien que j'avais des élèves avec lesquels je discutais de choses très concrètes sur leur quotidien, sur leur vie, et qui m'apportaient à moi des choses que je ne percevais pas, parce que je n'avais pas eu la même vie, j'étais dans une vie beaucoup plus protégée, voilà. Et ne pas pouvoir valoriser ces choses-là dans mes cours, dans les conseils de classe, où on entendait des collègues qui disaient « mais enfin, il comprend rien à rien, il a une mauvaise orthographe, c'est tragique, comment est-ce que tu peux le faire réussir avec une orthographe pareille ?» Et je disais « mais il n'y a pas que l'orthographe, il y a l'idée d'essayer de valoriser aussi des qualités qui sont malheureusement pas valorisées assez à l'école et qui frustrent les enseignants. » Que vous dit la communauté éducative, aussi bien en France qu'en Belgique, justement sur le constat que vous dressez et surtout sur les solutions que vous apportez avec l'aide, bien sûr, des chercheurs? Quelles sont leurs réactions? Plutôt positives, plutôt timorées, plutôt négatives? Il y a de tout? C'est plutôt positif. Plutôt positif. C'est plutôt Ça leur fait du bien? Oui, je pense qu'ils aiment que des problèmes qu'ils vivent soient nommés, soient amenés comme ça sur la place publique. Ils rigolent beaucoup pendant 1h15, j'espère qu'ils ne démissionnent pas après. Parce que... Non. Il faut qu'il reste des profs en Belgique et en France, sinon c'est compliqué. Un assez gros problème de manque d'enseignants. Moi, je pense que tout dépend aussi de l'endroit où on enseigne, de l'école dans laquelle on enseigne. Et comme dans tous les processus sociologiques, plus on se rapproche des endroits où le pouvoir a une présence importante dans des écoles très élitistes, plus ça pique ce qu'on raconte, plus c'est difficile. Mais même dans ces écoles-là, on a trouvé une immense communauté d'enseignants qui vivent en fait exactement les mêmes choses que nous, qui sont frustrés par cette compétition permanente, par cette sélection, par la pression qu'ils sont aussi obligés d'imposer à leurs étudiants. Pas plus tard que ce matin, on était dans un collège assez prestigieux, enfin un lycée assez prestigieux parisien, où les élèves en seconde, c'est ça, témoignaient tous de cette pression qu'ils avaient subie au collège pour pouvoir avoir accès à un bon lycée. Et en fait, je pense que, y compris Joséphine, dans cette question, souffre. Vit une pression sélective très très forte. Et donc pour Kevin comme pour Diane... Pression qui vient de l'école, qui vient des parents? Parce qu'on sait qu'il y a certains parents aussi qui font bien sûr des sacrifices, qui vont vivre dans un plus petit appartement pour rester dans le bon quartier, pour être du coup sectorisé, pour être dans la on est là-dedans quand même. Absolument. Et c'est là que c'est important de montrer que cette solidarité qui doit être construite par l'école, elle est d'abord la responsabilité de l'État. C'est-à-dire que c'est très difficile d'imaginer qu'un parent va lui-même mettre son enfant dans une école défavorisée pour des raisons idéologiques, et déclasser ses propres enfants. C'est comme les impôts. Il ne faut pas demander aux gens combien ils veulent payer d'impôts. L'État doit réguler ce marché scolaire pour pouvoir permettre à tous les enfants de réussir. Et si moi, l'État me garantit que toutes les écoles se valent plus ou moins, comme dans certains pays, je n'aurais pas de difficulté à laisser l'État choisir l'école dans laquelle mon enfant va. C'est ça, les parents ont vraiment quelque chose à gagner, parce que moi, je me souviens, en Belgique, on doit aussi déployer des stratégies pour être sûr d'avoir une bonne école. Je mets des guillemets à bonne école, évidemment, puisqu'on sait ce que ça recouvre. Et c'était les sujets de conversation autour de moi, de tous mes copains qui avaient des enfants à peu près du même âge, etc. Il y a une pression sur les parents. Il faut, chez nous, il y a un algorithme qui va décider pour comprendre cet algorithme, il faut déjà se lever tôt, quoi. Oui, c'est ça. Et donc, je crois qu'on a, du côté des parents, beaucoup à gagner aussi à avoir toute cette pression en moins et l'assurance d'un système qui offrira les mêmes chances, ça veut dire les mêmes écoles. Voilà. C'est délicieux, c'est intéressant, c'est surtout très intelligent et on rigole beaucoup. Ça s'appelle Kevin, c'est au Théâtre du Rond-Point, c'est jusqu'au 11 mai 2024. Pour le moment, parce qu'après, j'imagine que vous repartez en Belgique. Absolument. On a une tournée belge assez conséquente la saison prochaine et puis une tournée française la saison d'après qui va, à mon avis, traverser toute la France. Et quelques dates en France quand même l'année prochaine. Oui. Amiens, je pense. Amiens, c'est ça. Et puis quelques... Oui, en tout cas, l'idée, c'est de planifier une tournée complète dans tout vous reviendrez et voir dans le monde. Dans le monde, s'il vous plaît. Ouais, au Québec. Vous reviendrez nous voir, j'espère. Avec plaisir. Après avoir eu en ligne, bien sûr, Nicole Belloubet. N'hésitez pas à nous tenir au courant. C'est du lundi au vendredi à 19h30, le samedi 18h30, le dimanche à 15h30. Et c'est au Théâtre du Rond-Point. Je crois que j'ai tout dit. Alix, merci beaucoup. On se retrouve demain. Ciao, ciao.